Bonjour à toutes. Ah, pardon. Bon, j'allais dire, nous avons la chance d'avoir Étienne Klein. À nouveau. Comment? À nouveau. À nouveau, absolument. Et avec voilà. Est-ce qu'il est en ligne, Monsieur Daudet? Oui, il est voilà, là. Voilà, il est là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Lionel. Bonjour. Voilà, donc Lionel et Étienne, on ne s'attendait pas du tout à vous voir dialoguer. On ne comprend pas très bien d'ailleurs qu'est-ce qui vous réunit et qu'est-ce qui vous amène à discuter avec autant d'intensité, car je sens que ça bouillonne. Mais non, mais Lionel, bonjour. Lionel est un ami, mais c'est aussi et surtout un grand alpiniste. Et je ne vais pas raconter sa vie ni ses exploits, Un peu. mais il est dans la transgression de façon absolument évidente, mais d'une façon paradoxale. Par exemple, il a fait ce qu'il a appelé le Dot Tour, qui est le tour de la France exact. Il a fait le tour de France en suivant la frontière au mètre près. Et quand vous regardez par où passe la frontière, par exemple entre la France et l'Italie dans les Alpes, ou bien entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées, vous voyez que c'est une affaire d'alpiniste. Et, oui, c'était aussi un voilà. peu de la manœuvre. Et il en a fait un livre et même un film, et il a transgressé même la blessure, puisqu'il a connu un accident de pied, si j'ose dire, dans la face nord du Cervin, qui lui a coûté quelques phalanges, on peut dire. Quelques extrémités, oui. Et sans vouloir raconter trop d'anecdotes, le Tour de la France exact l'a amené à traverser le CERN. Le CERN, qui est le grand laboratoire européen de physique des particules, qui est situé près de Genève. Et la frontière entre la France et la Suisse traverse le CERN. Et donc, pour faire son projet, il a dû traverser le CERN en suivant cette frontière. Et on l'a fait ensemble. Et c'était le jour où on commençait à raconter, par des rumeurs, que les neutrinos, qui sont des particules élémentaires, d'après les résultats d'une expérience qui ont été démentis par la suite, pouvaient dépasser la vitesse de la lumière. Donc il y avait une transgression là, des lois de la physique qui n'était pas en fait fondée. Mais voilà, on a eu beaucoup de discussions et je voulais demander à Lionel comment il associe la notion d'alpinisme, qui est très codifiée. Il y a un alpinisme classique avec l'idée de transgression qu'il pratique à sa façon. C'est vrai qu'en matière d'alpinisme, on parle souvent de transgression parce que voilà, on est dans quelque chose qui va au-delà, on met quelque part en péril sa propre personne. Voilà, tu l'as évoqué, on peut même aller loin dans la souffrance, dans la douleur physique, etc. Et je crois qu'après, la transgression en alpinisme, c'est un peu comme couper une corde qui serait finalement tissée de plusieurs brins. Et dans ces brins, j'en vois plusieurs. Je vois déjà le brin de la solitude qui me semble fondamental parce que l'alpiniste qui va dans la transgression peut aller, je dirais, dans l'ultime de la solitude. Et on se rend compte que vivre l'ultime de la solitude, c'est quelque chose que l'être humain de nos sociétés ne connaît absolument plus, parce que voilà, on est toujours connectés les uns aux autres par différents biais. Et on voit aussi dans le monde de l'aventure moderne à l'heure actuelle que par des besoins de communication ou autres, finalement, l'alpiniste, l'aventurier va toujours garder un moyen de communication extérieur comme un téléphone satellite. Et à partir du moment où vous coupez et vous allez jusqu'au bout de la solitude en coupant voilà, tous ces cordons ombilicaux qui vous relient à l'autre, finalement vous allez vivre un face-à-face avec la montagne qui va être réel et qui va pouvoir vous nourrir, puisque quelque part vous allez vivre une expérience à mes yeux intérieure d'une force et d'une richesse extrêmement forte, quoi. Ça c'est un premier point sur l'un des premiers brins de corde, on va dire, qui relie l'homme, l'alpiniste à la transgression. Un des deuxièmes brins de corde, qui est à mon sens assez évident, c'est celui du mythe. La montagne, c'est un milieu qui est fait de mythes. On se souvient, voilà, l'histoire de l'alpinisme est une histoire récente,
Et on va dire que quand vous êtes à Chamonix, en fait, on oublie que quelques siècles auparavant, eh bien, les montagnes étaient considérées comme des lieux maudits, des lieux où, à juste titre, dangereux, donc personne ne s'y aventurait. Et effectivement, à partir de là, les premiers hommes qui sont aventurés, que ce soit des chasseurs de chamois, des cristalliers, qui étaient, voilà, on va dire, mus peut-être par un désir moins d'aventure ou d'esthétique que l'alpinisme proprement dit, eh bien, quelque part, étaient des transgresseurs, puisque voilà, ils s'aventuraient dans des lieux sur lesquels il n'y avait absolument aucune information, si ce n'est cette aura assez mystérieuse, on va dire, autour de l'altitude et du domaine de la haute montagne, qui, je le rappelle, est un milieu qui est juste finalement traversé par l'homme et en aucun cas habité, quoi. Et c'est vrai que si on avance dans l'histoire de l'alpinisme, on se rend compte que voilà, des pans de mythes finalement ont été écroulés par le fait d'individus. Je pense par exemple à Reinhold Messner, qui est le premier homme à avoir gravi les 14 sommets depuis plus de 8000 mètres sur la planète. Et Reinhold Messner a transgressé très clairement le monde de la haute altitude, puisque voilà, en 1978, il fait l'Everest, chose absolument fabuleuse, sans apport d'oxygène, quoi. Et nombreux étaient les physiologistes à l'époque à dire qu'il était impossible pour un être humain de survivre à de telles altitudes sans apport d'oxygène, quoi. Donc on voit que Messner, au-delà de ses qualités physiques, a aussi psychiquement été bien au-delà de l'alpinisme classique. Il y a aussi un alpiniste que tu cites souvent, Lionel, qui est Johnny Waterman. Alors pourquoi est-ce qu'il t'inspire tant et pourquoi tu le cites souvent comme une sorte de référence? Alors Johnny Waterman, oui, c'est vrai que c'est là qu'on voit, je dirais, toute la force de l'histoire et le souffle qu'a pu amener des personnages qui ont traversé l'histoire de la montagne, qui, tu le rappelais en préambule, est malgré tout très codifié, avec un alpinisme de pointe qui existe, qui est normé, qui est référencé, qui est récompensé par des piolets d'or ou autres. Et on voit aussi que cette histoire, eh bien, parfois, elle est traversée par des gens que je qualifie littéralement d'ovnis. Et ce Johnny Waterman en faisait partie, puisque c'est quelqu'un qui, dans les années 70, en fait, est parti seul en Alaska. Donc, c'était pas sans rappeler Into the Wild, et est resté seul 173 jours pour réaliser une première ascension. Alors, je ne sais pas si on peut réaliser à quel point c'est faramineux, c'est ultime, c'est extraordinaire, puisque ce jeune alpiniste, en fait, est parti donc d'un point. Il a fait des allers-retours pour acheminer tout son matériel au travers de forêts inextricables. Et puis, il est arrivé au pied d'une montagne qui était compliquée à gravir. Et moyennant des allers-retours sur une arête extrêmement effilée, en plusieurs semaines d'ascension, il finit par gagner la cime et revenir après, voilà, parmi ses pairs, je dirais, sain et sauf, en ayant réalisé ce qui reste à mes yeux quelque chose d'absolument incroyable dans le monde de la montagne, tellement incroyable que quelque part c'est passé en dessous des écrans radars de l'histoire de l'alpinisme, parce que quelque part c'est trop too much finalement. Mais tout à l'heure en te présentant, j'ai précisé que tu es également écrivain. Et en effet, la montagne, elle est nimbée de littérature. Mais est-ce que tu vois une relation entre la solitude dont tu viens de parler, la tienne ou bien celle de ces personnages incroyables que tu viens de citer, et le besoin de raconter par la suite, le fait d'écrire des livres qui font que cette transgression, cet accès à une solitude ultime, mène à des réflexions, à un état psychologique, à une expérience intérieure tellement forte que on éprouve le besoin de la retranscrire. Donc bien sûr. la solitude réclame un partage en fait.
Tout à fait, la solitude réclame un partage. Je dirais que cet avènement de l'alpinisme dans la solitude est une forme de découverte de soi et de connaissance de soi, et une véritable nourriture. Et celui qu'on a longtemps qualifié de conquérant de l'inutile, finalement, à mes yeux, c'est bien plus au contraire le plus utile, puisque finalement, dans ces ascensions, on se rend compte qu'on touche l'essentiel, on touche le fondamental, et que ce fondamental, parce que nous sommes tous un tissu relationnel, nous avons besoin effectivement de le partager, et je dirais de tendre finalement des perches, de pouvoir s'encorder sur quelques longueurs avec un lecteur pour peut-être l'amener dans une direction qu'il va prendre et qui va poursuivre après de son propre chef. Et il est clair pour moi que l'écriture est un des vecteurs, en tout cas, qui me semble le plus transparent, le plus pur, le plus cohérent, parce que voilà, un film va tout de suite se heurter, je dirais, à des limites techniques des images que l'on va ramener. Une interview va passer par le filtre d'un journaliste qui va évidemment interpréter l'acte, alors que l'écriture, effectivement, je dirais, est le matériau le plus brut qui soit, et quelque part va permettre à l'alpiniste de finir son ascension. C'est-à-dire que l'alpiniste, qu'il soit solitaire ou encordé, effectivement va partir vers les cimes éthérées, va finalement remplir sa besace de choses qui sont du domaine de l'indicible, des flocons de neige, le merveilleux d'un lever de soleil, la pulpe du rocher qui s'enfonce, la pulpe pardon des doigts qui s'enfoncent dans le rocher, et toutes ces choses qui sont à la fois dans le micro, voilà, ou dans le macro, finalement vont remplir sa besace virtuelle. Et arrivé en bas, l'alpiniste va réouvrir cette besace et se dire, est-ce que finalement cette besace, elle est uniquement pour moi, ou au contraire j'ai envie de la partager? Et là, je terminerai en disant, bah voilà, c'est le choix de l'alpiniste qui va soit devenir, comment dirais-je, un isolant, c'est-à-dire je garde tout pour moi et c'est le culte finalement de l'ego, ou au contraire, il va se dire je suis conducteur et ce qui me traverse finalement, ça ne m'appartient pas, et mon devoir d'alpiniste finalement, d'être humain sur cette petite planète, et de restituer ou de proposer en tout cas ce qu'il y a dans cette besace. Après, on ne sait pas si ça va s'éteindre, ça va allumer des feux, ça va couver des années, mais le rôle social de l'alpiniste, il est là dans cette forme de jeter ces étincelles qui peut-être seront prises par d'autres. Bon, moi, je peux témoigner que tu es un écrivain, tu as un style, comme on dit. Et à ce propos, je voudrais que tu nous éclaires sur le sens d'une phrase que tu as écrite récemment, qui est que le plus beau de toute ascension n'est pas tant de revenir en vie, mais bien de revenir à la vie. De revenir à la vie. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on est dans cette solitude, dans l'exploit, dans l'intensité physique, on n'est pas vraiment en vie? Non, il y a la différence il y a déjà deux différences. Il y a la différence notable entre le fait d'exister et après le fait de vivre. Alors vivre ne suppose pas forcément une mise en danger de son intégrité physique ou psychique, mais en tout cas, clairement, pour moi, d'avoir une forme de mise en déséquilibre qui permet, après réflexion, je dirais une réflexion sur soi qui fait qu'on se dit, ben voilà, quelque chose s'est passé. Et ce que j'ai expérimenté en allant au bout de la solitude, c'est qu'à un moment donné, en fait, on se rend compte que on est dans des états de concentration tellement forts qu'on a le sentiment d'aller vers un espèce de vortex qui va se rétrécir. C'est le point de concentration, et que l'on passe après derrière ce point de concentration. Et en fait, on a ce grand étonnement finalement de moments où la pensée se tait, ce qui est extrêmement rare, puisque quelques secondes que l'on vit en général, eh bien, la pensée fait toujours un écran entre soi et le réel. Alors qu'en montagne, on peut expérimenter ces phases, ces moments où finalement la pensée va se taire, et ce n'est que la mémoire d'après, le retour, qui fait prendre conscience finalement de cet état d'absence
qui pour moi, à contrario, était un état de présence pure. Mais est-ce que tu serais d'accord pour dire que l'alpinisme, enfin celui que tu pratiques, hein, qui est, je le répète, une façon absolument non banale de pratiquer l'alpinisme, c'est une sorte d'art d'aller se faire voir ailleurs pour vérifier qu'on y existe encore. Alors, dans un certain sens, on pourrait le qualifier ainsi. Après, il faut vraiment voir l'alpinisme comme un immense panel où chacun, dans cet espace de liberté, eh bien, va picorer des choses qui vont être plus ou moins belles, ou moins belles d'ailleurs, et de dire, ah ben voilà, dans ce panel-là, eh bien, certains vont fuir tout simplement parce que voilà, il y a une inaptitude pardon, à vivre dans le monde tel que nous le connaissons. Et puis il y en a d'autres pour qui, au contraire, ça va être une réelle phase de construction où finalement la montagne va faire office de miroir, va faire office de révélateur. Et dans cette forme de révélateur, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va grandir finalement l'être humain. Est-ce que tu connais le philosophe Henri Maldinet? Non, je ne connais pas ce philosophe. Non, il a beaucoup écrit sur la philosophie, évidemment, il est philosophe, mais aussi sur l'art et sur la montagne. Et il y a cette phrase D'accord, eh ben, écoute, et ben voilà, il y a une citation, il dit « L'existence est une exclamation dans le vide éclaté ». Une exclamation. Et c'est cette idée que Oui. exister, c'est pas la même chose que vivre. Exister, c'est sortir de quelque chose. Ex. Et la question est de savoir de quoi on sort quand on existe. Et quand on t'entend ou quand on te lit, c'est encore plus fort. Enfin, c'est au moins aussi fort, je veux dire. On a l'impression que tu penses la vie comme une sorte d'excursion hors de quelque chose. Alors effectivement, il y a une excursion en fait. Je dirais dans une forme de réalité, puisque voilà, le monde dans lequel finalement on vit est un monde où il y a beaucoup d'illusions en fait, et on se rend compte que le fait justement de cette espèce d'exclamation, pour reprendre le terme de ce philosophe que je trouve très belle, finalement, c'est quelque part une forme d'expérience qui est une expérience de vrai, et j'en veux pour résultat finalement ce sentiment que la montagne, la façon de pratiquer l'alpinisme n'est pas du tout une drogue, c'est-à-dire que c'est pas du tout aller rechercher un état de grâce comme peut le vivre un sportif de haut niveau qui va battre un record, mais plus encore, je dirais, une forme de plénitude, c'est-à-dire que ce que l'on vit en montagne amène beaucoup plus vers un plein que finalement vers cette étincelle qui pourrait être celui de la drogue, qui vous fait vivre un état d'extase, mais qui aussi derrière vous fait retomber très bas, et quelque part après vous allez toujours vivre par nostalgie du passé, et quelque part vivre aussi dans un état de frustration permanent. Or, la montagne, pour moi, amène au chemin inverse, quelque part, qui est de remplir, et finalement que ce remplissage, en quelque sorte, permet, je dirais, de se sentir finalement aussi bien dans les hautes cimes, à vivre des moments effectivement rares et remarquables ou remarqués, et également dans le retour dans des actes, on va dire, des moments de vie beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus banals finalement. Eh bien, on va finalement ressentir en soi ce même bouillonnement de joie, quoi. C'est l'image de l'oiseau qui chante, et cet oiseau qui chante, il chante d'une manière extrêmement gratuite, qu'il pleuve ou qu'il vente. Alors, je note qu'il faut corriger la phrase d'Henri Maldinet que j'ai citée tout à l'heure. Il faut la transformer en « L'existence est une exclamation dans le plein débordant ». Ça va mieux, ça? Dans le plein débordant, oui, c'est ça. Oui. Ça va? Oui, ça va, oui, parce que finalement, la montagne est l'apprentissage du vide, et effectivement, on va jusqu'à ressentir le rien qui est en soi, finalement, c'est-à-dire de se désencombrer, de se vider, et à partir du moment où on atteint cet état de transparence,
effectivement, on est à ce moment-là en capacité de recevoir. Alors voilà, les gens mettre ce qu'ils veulent derrière les définitions, mais de recevoir la vie et surtout de s'en laisser pénétrer et traverser. Et après, pour moi, arriver dans ce qu'on évoquait un peu, ces formes de partage, que ce soit par l'écriture ou par d'autres biais, qui sont forcément le don de soi, mais dans une forme extrêmement gratuite. Est capable de transgresser aussi ce que disent les plus grands philosophes, et pas simplement de transgresser les codes habituels de l'alpinisme. Je te laisse aux mains de René Friedman et de Sylvie Hubat qui veulent te poser des questions. Oui, moi je remarque qu'entre le vide et le plein, qui est votre discours là, tous les deux, il y a une frontière. Et c'est le goût de la frontière, moi, qui m'intéresse. Pourquoi ce suivi de la frontière de France et cet équilibre d'un côté, c'est le vide, en haut, s'il y a plus haut encore, c'est le plein. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle frontière, c'est ce qu'il y a entre. Et effectivement, on peut prendre la frontière de deux manières. Soit la définition première qui est celle du front, c'est-à-dire, ben voilà, c'est ce qui va séparer. Et voilà, c'est la définition telle que l'on l'entend d'une manière très classique partout. Et puis après, vous avez l'autre définition qui, moi, m'a toujours intéressé, c'est ce qui est entre, en fait, entre deux personnes, la relation qu'il y a, le lien qui se tisse. Et effectivement, on se rend compte que finalement, la frontière est ce point de connexion qu'il m'intéresse en tout cas d'explorer, sachant qu'après, ce point de connexion, il est aussi, je dirais, assez poreux, assez volatile, c'est-à-dire qu'il ne se définit pas forcément d'une manière aussi tangible qu'une frontière sur une carte. On peut prendre pour exemple la définition de l'exploit en montagne, ce serait de dire, ben voilà, quelqu'un réalise un exploit, il met un pied plus loin que son prédécesseur, donc on imagine par exemple une arête extrêmement effilée, et puis effectivement, cette frontière qui est là entre la terre et le ciel, et bien l'alpinisme va être plus près du côté ciel que du côté terre, il va être plutôt du côté vide que du côté plein. Et puis, il fait un pas à côté et effectivement, il va plus loin que la génération précédente ou même en rupture totale avec ce qui s'est fait auparavant. Et s'il ramène le pied à l'intérieur, voilà, il revient en vie. Mais si, par exemple, il met son deuxième pied de l'autre côté, bah, évidemment, c'est la chute qui est sanctionnée souvent par, évidemment, la mort en alpinisme. Et après, avec ce jugement qui arrive très souvent, de dire, bah voilà, effectivement, il a eu tort parce qu'il est allé trop loin. Mais qui peut juger de qui est allé trop loin et qui peut juger de savoir où se situe précisément la frontière? Une dernière question avant de se séparer. Automatiquement, dans ce que vous racontez, les grands alpinistes sont à la recherche quand même aussi de l'exploit, au sens d'inaugurer, de transgresser un chemin qui n'a jamais été parcouru. Vous-même, si j'ai bien compris, vous avez fait les îles Kerguelen dans cette nouveauté. Vous avez été le premier, je crois, à faire les deux montagnes des îles Kerguelen. Et est-ce que cette recherche de l'exploit, parce que unique, quoi, je veux dire, et parce que être le premier, est quelque chose qui vous a donné le sentiment, justement, de transgresser la banalité même de n'importe quelle montagne? Alors effectivement, le regard extérieur va dire que l'alpiniste est assoiffé de première et de rechercher dans un premier but, voilà, l'exploration. Donc, c'est-à-dire risquer ses pieds là où personne ne les a risqués, risquer aussi sa tête dans des pensées finalement que nul n'a eu. Mais je crois que finalement, c'est pas le vecteur premier pour moi n'est pas tant finalement d'avoir cette envie de réaliser des premières pour des premières, mais bien plus d'analyser finalement le, la richesse
qu'offre l'exploration, qui est finalement la définition de l'aventure. Et la définition de l'aventure, c'est finalement aimer et accepter l'inconnu, quoi. Et quelque part, pour moi, l'aventure révèle ou est le sel, tout simplement, d'une vie vivante. C'en est en quelque sorte une forme de quintessence. Et quelque part, pour moi, dans toutes les ascensions que j'ai pu faire, effectivement, sur les îles Kerguelen, dans le Tour de France, sur plein d'endroits extrêmement perdus de la planète, c'est pas tant le goût de la première pour la première, mais tout simplement d'extraire et de vivre l'aventure dans toute sa forme pour tout simplement avoir ce sentiment de vie qui m'anime, et puis quelque part derrière ce sentiment d'une vie réussie. Et une vie réussie, pour moi, c'est pas dire ben voilà, j'ai un compte en banque extrêmement garni, ce n'est pas le cas, mais bien plus de pouvoir se dire en toute honnêteté, eh bien voilà, tout est dit, tout est fait, demain je peux mourir, et demain je peux mourir d'une manière extrêmement sereine, parce que finalement, j'aurais toujours été dans cette phase avec la vie même. Merci. Belle conclusion. Merci. Belle conclusion, effectivement. Oui. On n'a plus rien à dire après. Lionel Daudet, merci, merci d'être présent. Voilà, merci nous allons prendre un temps de... Désolé de pas avoir pu être sur le plateau. Oui, c'est dommage, mais voilà, il faut faire une ascension un peu spéciale pour venir jusqu'à ce plateau, mais à mon avis, on le fera une autre fois.